Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille spécial bilan année 2019. Voilà, on va retracer un petit peu toute cette année avec les bons moments, les moments un petit peu moins joyeux et puis les grands moments de joie comme ce départ de Rudy Garcia par exemple. On va se le remémorer, puis les défaites de Lyon aussi, les conférences de presse de Rudy Garcia à Lyon. On va aussi parler de l'OM et on va en parler avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Juste je bois un petit coup parce que... Le mec il est sponsorisé. Il boit son thé de Noël parce qu'il a fait le réveillon avant-hier ou avant-avant-hier. Football Club de Marseille. Eh oui. C'est mes cadeaux. Regardez bien. Profitez-en. C'est en vente chez nous. Eh oui. C'est comme ça qu'il est rémunéré Jean-Charles. Eh oui, sinon... Nib. Nico est avec nous. Oui. Eh oui. Et Mourad est avec nous. Et ouais, moi je vais préférer parler des conférences de presse de Villas-Boas peut-être, c'est mieux que... C'est vrai, c'est vrai que j'aime bien celle de Rudy. Celles de Garcia, elles sont quand même pas mal. Hein. C'est mon comique préféré, c'est mon stand-upper préféré de France. Comme je disais à Manu, c'est quand même des petits bonbons qu'il nous offre maintenant Rudy Garcia. Quoi. Chaque semaine. Sa dernière en date, c'est on n'a pas trop la poisse parce qu'on n'a pas perdu un match qu'on méritait de gagner, je crois. C'était Attends. bien aimé. Remets tout dans l'ordre. Non, il dit on a fait match nul, mais on est poissard, mais pas tant que ça parce qu'on l'a pas perdu. On n'a pas perdu le match qu'on méritait de gagner. C'est que de la poisse, Rudy Garcia. Qu'on devait gagner. Est-ce que la bûche a été bonne? Oui, la bûche a été bonne ou pas? Un peu trop grasse. Ouais. Vous avez mangé quoi à Noël? On continue. J'ai mangé des bonnes noix. On fait croire que cette émission est enregistrée. Tous les ans, il fait les mêmes. Attends, moi, c'est quoi le menu de Noël Moi je sais, c'est une noix. Ah, une noix? Moi une noix. Des noix. Ah oui, parce qu'ils sont véganes chez toi, donc tu manges que des noix. Ouais, une noix mais gavée à... D'accord. Bon allez, c'est bon, on rentre dans ce débat. C'est pas grave. Parce que ça part trop loin cette histoire. On va lancer le premier générique pour lancer ce débat spécial bilan 2019. Voilà, générique. Et on va parler de quoi? Du bilan 2019. Du bilan 2019. Et voilà, c'est l'année calendaire, comme tu avais dit l'année dernière. Année calendaire. Donc nous, on va s'intéresser à toute janvier à décembre 2019. Exactement, pour être précis. Alors messieurs, question large, très vaste pour commencer. Qu'est-ce que vous retenez de cette année 2019 en bien, en mal qui veut commencer? Allez, je m'y colle. Vas-y, Nico. J'avais un truc. Vas-y, mais je te le laisse après. Moi, je retiens l'étoile filante Mario Balotelli. Ah ouais, c'est vrai? Ben oui, il est passé comme une étoile filante. Il nous a quittés malheureusement pour aller s'amuser avec ses amis italiens et le racisme au quotidien. Je retiens le départ de Rudy Garcia, les poches pleines, qui a rejoint nos amis lyonnais. Et puis je retiens l'arrivée Zubizarreta qui récupère le portefeuille vide sans la carte bleue. Et qui choisit quand même Villas-Boas, qui nous a tous épatés depuis son arrivée. Et un OM second pour la Noël. Ouais. Donc on peut plus rien dire quoi. Non, qu'est-ce que je retiens? Je te fais retiens, il nous a fait toute la chronologie de cette année. Tu peux rajouter des choses encore. Ah oui, on peut rajouter Abdenour. Je retiens Abdenour. Son passage. On va parler, ça c'est le moment où... Est-ce que, parce que c'est vrai que cette année, elle est divisée vraiment en deux parties. En fait, c'est clivant. C'était ça que je voulais dire parce que Ayam sort un nouvel album cette année et donc je voulais prendre le titre d'un album très fameux d'Ayam, Ombre et Lumière. C'était vraiment Ombre et Lumière, l'OM. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ombre sur les 6 premiers mois, mais beaucoup, c'était sombre quoi. Et puis après, il y a pas mal de lumière sur la seconde partie et c'est bien typique de l'Olympique de Marseille, ça, de côtoyer le pire et après de côtoyer le meilleur ou alors de côtoyer le meilleur et de tout de suite redescendre. C'est l'OM quoi. Donc c'était une belle année typique de l'OM entre ombre et lumière. Jean-Charles, on était très bas au mois de juin, de janvier à juin on était très bas, et là on est très haut, c'est le mois de décembre. C'est vrai que c'est un peu ça l'OM. Hein. C'est surtout ce qu'on peut retenir en 2019, parce que c'est vrai qu'on a eu 2 Olympiques de Marseille bien différents. On a vu les 6 premiers mois de notre ami Rudy Garcia, où c'était totalement... Les 6 derniers, pardon. Totalement sombre, j'ai presque envie de dire noir comme ça. Et puis après, on a eu le renouveau avec Villas-Boas, qui lui nous a donné espoir, et qui nous donne encore espoir de finir 2e au classement, puisqu'on y est pour l'instant. Voilà, c'est un club qui a eu 2 visages, sur quasiment 12 mois, avec, c'est vrai, la chance et le retour au premier plan aussi de Zubizarreta qui a repris un petit peu les clés de la maison et en faisant un petit peu quelques transferts intéressants
notamment avec les 3 joueurs qui sont arrivés, ce qui n'était pas le cas au temps de Rudy Garcia les 6 premiers mois, enfin, les 2 ans qu'il a pu passer ici. Et puis bon, le beau petit chèque qu'on a pu lui laisser aussi. Ouais. Meilleur investissement du mercato, hein, on peut dire, pour les Lyonnais. Parce que 10 millions, c'est pas cher payé pour le refourguer à Lyon derrière. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on fait une double opération, quoi. Je vais dire quand même, je vais rappeler aux gens que cette émission date de quoi quand est-ce qu'on a commencé? En 2017? C'est ça. On a commencé en 2017. En juillet 2017. Ouais, ici, dans ces locaux-là, tu veux dire. Sur ce plateau-là, en décembre 2017, je disais qu'il fallait... Pas en décembre, tu disais en septembre 2017. Ah, en septembre. Ouais, oui, en septembre 2017. Après 2 défaites. On savait très bien où ça allait nous mener, Rudy Garcia. Il fallait couper la branche à ce moment-là pour s'épargner 1 an et demi de... Et pas faire de finale de Ligue Europa aussi. Ouais, et pas faire de finale. Ouais, mais si ça te coûte 200 millions d'euros, ça te ruine un club et tu mets 2 ans à t'en remettre. Bon, ça fait cher la finale de Ligue Europa. Bah, en fait, moi j'ai envie de te dire... ça t'aurait coûté moins de 10 millions. Oui. Voilà. En plus. Ouais. Non mais c'est surtout le moment où à la fin de la première saison où c'est dur en fait de se séparer d'un entraîneur qui réussit. Au moment où il réussit, tu te dis on peut en France à chaque fois on peut en prolonger, allez 3 ans de plus. Ouais. Mais des fois c'est peut-être le moment où il faut couper. C'est-à-dire qu'à ce moment-là quand ils ont commencé à parler de la prolongation de Rudy Garcia etc. à la fin de la première saison, à la deuxième saison, quand il va en finale de Ligue Europa, etc. Et qui disait ouais moi j'ai des offres en Italie et tout, vous savez, bah ok vas-y en Italie. Ouais. C'était peut-être à ce moment-là où il fallait couper. L'erreur c'est la prolongation, on le sait. Oui, mais c'est Jacques Henriero qui le prolonge, en plus comme tu dis en décalé, il le prolonge pas à la fin de sa belle saison, il le prolonge fin de mois d'octobre où l'équipe était déjà en train de partir à volo, quoi. Et puis tu lui laisses aussi aller, tu lui laisses encore toutes les clés parce qu'à ce moment-là tu dis c'est un génie donc il va chercher Strootman pour 3 cacahuètes et... Surtout qu'auparavant quand même il y avait... C'est malheureux de parler des joueurs, mais il y avait Sertic et Abdenour qui nous servaient aussi à rien, qui n'ont quasiment pas joué. Comment refaire confiance pour Strootman, pour d'autres joueurs en fait, qu'il a gardé dans son effectif ou fait signer dans son effectif? Je pense que là, l'erreur quand même, comme tu dis, il aurait fallu vite couper le cordon pour ne pas avoir à gaspiller tout cet argent-là. Et en plus, le refaire signer juste 2 mois avant qu'il s'en aille pour lui donner 10 millions derrière. Bon, par contre, là, on est reparti en 2018. Hein, voilà. Tout ça, oui, mais bon, là, c'est... Les 6 premiers mois, c'est les conséquences. La continuité, c'est son départ en 2019, donc on est obligé d'en parler. Bon, par contre, on n'est pas obligé de parler que de Rudy Garcia. On a eu des choses joyeuses cette année. Avant, ça ne nous faisait pas plaisir de parler de Garcia. Maintenant, on est en joie quand on en parle. Tu comprends pas ça, Mourad? Tu passes un petit bonjour à Manu Baranguet. Voilà. Alors du coup, messieurs, on va passer à la deuxième partie et c'est tout de suite. Le bilan 2019, c'est aussi le bilan du projet McCourt à l'Olympique de Marseille. Arrêtez avec l'OM Champions Project. Arrêtez. Oui. Voilà. Arrêtez avec l'OM Champions Project. Arrêtez. Voilà, donc arrêtez. On va quand même en parler. On a commencé déjà. Franck McCourt est toujours là. Oui. Donc on peut parler de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, même si on n'a plus le droit de l'appeler OM Champions Project. Il s'est arrêté lui-même. Hein. Ne m'appelez plus France, quoi. Voilà. Il s'appelle toujours Projet McCourt. Alors, il en est où ce projet, messieurs, selon vous? Est-ce que ça y est, on est reparti, on sera reparti bien reparti ou On sera reparti si tu termines second en fin de saison. Oui. Là, il sera reparti parce que là, tu vas gagner un petit peu d'argent avec les droits télé qui vont augmenter parce qu'il faut se souvenir que Mediapro arrive. Ouais, mais c'est un petit peu, c'est toujours ça de prix. Oui. Tu as au moins le salaire de Sertic, au lieu de lui payer, tu vas le gagner. Tu vas te rembourser. Tu vas te rembourser et là, tu ne le paieras plus parce que lui, il sera en fin de contrat. Il est en fin de contrat en juin. Alors. Peut-être, bonne idée. Non, Rudy n'est plus là. Non, je pense, mais c'est surtout, tu vas avoir l'argent de la Ligue des Champions. Et l'argent de la Ligue des Champions, ça va te permettre de reconstruire, il faut espérer, un effectif encore plus compétitif. Tu as un coach qui est bien, il faut espérer qu'il continue à être là. Donc là, on a plein d'espoir. On est fin 2019, on est second au classement, on est une équipe qui a un bel état d'esprit. Donc le projet McCourt, sur le terrain, en tout cas, il est relancé. Mais est-ce que le projet McCourt, c'est sur le terrain en réalité? Non, peut-être pas, mais c'est une partie quand même du projet McCourt. Tu vois, au final, je me souviens aussi, justement, puisque Ben ressort les dossiers, dans l'une des premières émissions, tu avais fait un avis tranché où tu avais dit l'OM n'a pas changé de dimension avec McCourt. Et bah oui, en fait, sportivement, on n'a pas changé de dimension. C'est-à-dire qu'on est toujours à la merci, comme avec les Louis Dreyfus, d'un bon entraîneur. C'est-à-dire que t'as Guéret, tu t'enflammes un petit peu. Deschamps, c'était un peu différent parce qu'à ce moment-là, vu qu'il vire Guéret, c'est qu'il vire un
peu tout le monde et qui virent Diouf, etc. Ils mettent de l'argent. Mais après, pareil avec Bielsa derrière, en fait, c'est que tu es toujours un petit peu, tu vois, voilà, sur le terrain, bon. T'es resté l'Olympique de Marseille, tu côtoies le très haut, le très bas, voilà. Après, le projet McCourt, c'est maintenant, moi, si je devais le résumer, ce serait 2 termes, c'est immobilier et fair play financier. C'est-à-dire que le fair play financier, du coup, il te bloque, il te bloque ou il te limite, parce que moi, je suis pas sûr, hein, sincèrement, c'est pas très populaire, mais je suis pas sûr que d'avoir ces limites du fair play financier, c'est pas mieux pour l'OM, parce qu'on est obligé de bien recruter et de réfléchir avant d'aller mettre 500 000 € à un mec qu'on recrute n'importe comment. Et donc, ok, il te bloque si on veut, et puis après, tu as l'immobilier. J'avais autre chose à dire sur le fair play financier, mais ça m'est sorti de la tête. Et l'immobilier, bon ben voilà, on a vu, ça a avancé. On vous l'a révélé sur Football Club de Marseille. On a changé les statuts de l'entreprise. La SASP Olympique de Marseille a désormais vocation à aussi faire dans l'immobilier, dans l'achat d'immeubles, dans la gestion d'immeubles, ce genre de choses, dans l'e-sport aussi. Donc on attend l'e-sport. Voilà, donc c'est ça en fait le projet McCourt aujourd'hui, c'est le fair play financier et l'immobilier. Et puis au milieu, tu as le sport, ce qui intéresse vraiment les passionnés de l'Olympique de Marseille. Et ça s'appelle André Villas-Boas, le projet McCourt en 2019. Comment tu le vois, toi, le projet McCourt aujourd'hui ? Aujourd'hui, bien mieux qu'au début. Même s'il avait investi beaucoup d'argent, on fait les 200 millions. Bien mieux qu'au début, c'est-à-dire au tout début. Quand il est arrivé, oui, parce qu'il avait annoncé un projet, bon. Et c'est un peu survendu, quoi. Ouais, survendu et surtout, bon. Parce que c'est ça que je voulais dire, Jean-Charles, tu me l'as fait rappeler, c'est qu'en fait, il y a le fair play financier qui nous limite, ok, mais même McCourt, il a déjà mis plus de 300 millions dans le club. Ouais. Donc, en fait, je suis pas sûr qu'il a encore beaucoup d'argent. Ça tombe, c'est un petit peu une manière de. C'est pour ça que je dis bien mieux qu'au début, parce qu'il a investi de l'argent au début. On n'a pas eu de résultats, on n'a pas eu d'engouement, on n'a pas eu... Tu as fait une saison correcte quand même. Quand tu fais les finales de Ligue Europa et que ça se joue à 1 point pour le podium, ça joue à 1 point, mais enfin... Oui. Il y avait quelque chose. Mais enfin, tu n'as rien gagné. Non, tu n'as rien gagné. Donc le projet, même le centre de formation, qui aujourd'hui est bien meilleur qu'il y a 2 ans et demi ou 3 ans, presque en fin d'année. Ça se construit quand même. Ça se construit beaucoup mieux maintenant, c'est ce que je dis. Ça se construit beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a l'arrivée de Villas-Boas, qui lui a changé la donne, qui a mis des choses en place, qui a donné la responsabilité à certaines personnes, et notamment à Zubizarreta aussi, de pouvoir travailler avec des conditions différentes, le départ de Rudy Garcia, le retrait de notre président Jacques-Henri Hérault, qui laisse maintenant un petit peu la parole aux entraîneurs et aux directeurs sportifs, ce qui est d'ailleurs très bien, parce que là, ça parle véritablement football, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans derrière. Donc tout le monde prenait la parole, et notamment les gens qui étaient à la tête de ce club-là, et qui étaient face à un mur et qui tapaient la tête dans le mur. Là, aujourd'hui, ça revient sur un plan sportif, et c'est beaucoup mieux. Bon, maintenant, l'argent, on le sait, McCourt ne veut plus réinvestir parce qu'il a mis ce qu'il devait mettre. Maintenant, à l'entraîneur, au directeur sportif, de gérer différemment. Et il y a une progression ou pas, selon vous ? Il y a une progression depuis le début ? Dans quoi ? Parce que si on parle du centre de formation... Sportivement, sur l'équipe première, moi, c'est ça qui m'intéresse. Sportivement, ce que tu vois... sur les résultats, oui, déjà. Avec l'équipe première, s'il y a Ligue des Champions, on dira oui, parce qu'il y a la fameuse courbe. Chaque année, on fait mieux que l'année suivante. Là, tu as une progression dans le jeu. Quand on regarde l'équipe première, et puis il y a une cohérence quelque part. L'effectif et les perspectives que ça t'offre. Est-ce qu'on est dans... On peut se dire... Mais non, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Est-ce que vraiment l'OM a changé de dimension entre les meilleures années de Louis Dreyfus et les meilleures années de McCourt ? Sauf qu'il y a une année, tu vas avoir un coach qui va réussir à gérer tout ça. Et des talents, t'en as toujours eu. T'en as toujours eu à l'Olympique de Marseille. Tu es en train de nous expliquer que ça peut être éphémère, alors. Si Villas-Boas il part... Imagine que Villas-Boas il part et que, je sais pas, on va chercher... alors là, il n'y a plus du tout de projet si ça va. Quand on dit de suite, il n'y a plus de projet. Des entraîneurs, ça va. Tu peux très bien faire un autre coup avec un entraîneur. Non, mais tu risques de mettre encore 6 mois pour revenir à reconstruire quelque chose. Et 6 mois dans un championnat, ça veut dire que tu peux être à la ramasse. On parle de projet McCourt, mais le projet McCourt, c'est sur tous les autres plans. C'est peut-être un peu la formation. C'est vrai qu'il y a des très bons échos là-dessus. C'est peut-être le marketing, ce machin-là. Bon, là, je suis un peu plus dubitatif. Après, tu as l'immobilier, le machin. Mais sur le terrain, tu es comme avec les Dreyfus, en fait. Tu es comme avec les Louis Dreyfus, d'ailleurs, pas les Dreyfus. Et c'est-à-dire que si tu as un bon entraîneur, tu as une bonne conjoncture, et ben voilà, tu es en
Ligue des Champions. Tu as du talent, tu en as toujours eu. Tu as eu des Drogba, des Nyang, des Lucho. Tu en as toujours eu. Et maintenant, quand tu avais les Louis Dreyfus, la dernière grande équipe des Louis Dreyfus et celle de Bielsa, tu avais Payet, tu avais Thauvin, tu avais des talents. Tu avais Gignac à la place de Benedetto. Tu avais des talents plus ou moins au même niveau que ceux que tu as cette année. L'objectif, c'était la Ligue des Champions. Avec la Ligue des Champions, si jamais l'OM la joue la saison prochaine, c'est ça qui peut faire basculer. Ah oui, ça c'est la première étape quand même, c'est la base du projet. Est-ce qu'on peut vraiment compter là-dessus pour changer cette fois de dimension? Il faut espérer que ça travaille bien derrière, quoi. Déjà, il faut que des fondations. Parce que là, je pense que Villas-Boas et Zubizarreta fondent quelque chose, même que ce soit dans la préformation, la formation, il y a quelque chose de renouveau. Il y a le campus qui a été fait aussi, ça, il faut retenir ça aussi, que c'est quand même une chose qu'on n'avait pas, qu'aujourd'hui les jeunes ont quand même des terrains d'entraînement, ils ont de beaux vestiaires pour pouvoir jouer et s'entraîner là-bas, c'est une chose importante aussi pour un club. Je veux dire, c'est des structures en plus. Maintenant, au niveau des pros, c'est sûr que c'est la qualification Ligue des Champions, l'objectif est atteint. Pourquoi? Parce que c'est une dimension totalement différente de l'argent qui va rentrer, parce que là, Matt Court ne mettra pas d'argent. Tant qu'on n'est pas en Ligue des Champions, il ne mettra plus rien. Donc, mais même si on est... Attention à dire que si on a la Ligue des Champions, on passe à palier. Non, si on a la Ligue des Champions, ça va sauver financièrement le projet McCourt au niveau sportif, c'est-à-dire que financièrement au niveau sportif. Donc je m'explique, c'est-à-dire que là, avec les investissements que tu as fait, tu es dans la merde parce que tu as fait n'importe quoi avec cet argent. Donc si tu vas en Ligue des Champions, tu ne seras pas obligé de tout vendre. D'un seul coup, tu vas revenir à niveau, et à ce moment-là, il ne faut pas te dire « Ah bah c'est bon, on est revenu à niveau, on repart tout claquer » parce qu'après, tu vas te remettre dans la merde derrière. C'est un peu ce qui s'était passé quand Didier Deschamps s'en va. Donc on dit « Ah, on est dans la merde financièrement, machin, on essaye de brader Loïc Rémy, tout ça. » 2013-2014, on a la chance de faire une bonne saison. Et 2012-2013 d'ailleurs. Et après, voilà, avec Bob, on finit deuxième. 2013-2014, on dépense plein d'argent. Et après, on dit « Oh, on est dans la merde. » Quand ça marche plus. Mais la différence que tu as par contre, c'est que quand tu joues avec des champions, alors je suis d'accord avec toi, il ne faut pas faire n'importe quoi sur le mercato, mais c'est aussi une vitrine. Et ça te permet après de faire des plus-values aussi sur des joueurs. Non, mais il faudra... Sauf si tu fais des repas, en fait, quoi. Non, d'accord, il faudra surtout... tu as quand même fait des plus-values sur ces joueurs-là, les jeunes qu'il avait achetés. Non, tu les as fait avec Bielsa l'année d'après, parce que Mendy, Dimeco aurait bouffé un rat s'il allait en Ligue des Champions. Imboula, on l'appelait Imboula, il n'était pas titulaire. Il y en a certains qui ont été vus aussi, et après suivis, tu vois. Tu vois, après c'est ça le truc, c'est que la Ligue des Champions, ok, il faudra s'y installer, c'est ça le truc. Il faudra s'y installer bien financièrement, et après il faut continuer à faire ce que tu as fait cette année, c'est-à-dire pas t'enflammer. C'est pas parce que tu vas en Ligue des Champions qu'il faut dépenser plein d'argent, etc. Et que tu as le niveau Ligue des Champions. Voilà, et que tu as le niveau Ligue des Champions. Donc déjà, tu y vas, tu travailles bien, tu fais des recrues type Rongier, etc. Pas des stars pour faire des stars. Et puis après, tu avances. Mais déjà, en fait, ça va te remettre à niveau financièrement, c'est ça. Allez, on avance du coup et on va passer à Jacques-Henri Hérault. C'est tout de suite. Le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault. Et oui, on va parler de lui. Quel bilan faire de son année 2019? Messieurs, je vous écoute. Qui veut commencer? Je pense que c'est une mauvaise année pour lui parce qu'il a été obligé de se séparer de Rudy Garcia. Non mais c'est vrai, non, mais oui. C'est une réalité, je rigole même pas quand je dis ça. Oui. C'est quand même, son erreur principale. C'est l'entraîneur qu'il avait pris, pour lui c'était l'emblème de son projet, au moment où il croyait à l'OM Champions Project, au nom même, et je pense que ça a été un crève-cœur pour lui de devoir s'en séparer. Et ça a été difficile pour lui, et il lui a même fait une énorme fleur quand même, parce qu'au lieu de dire on se sépare de Rudy Garcia, il lui a laissé annoncer Rudy Garcia, oui j'ai décidé de quitter le club, j'ai senti que c'était le bon moment. Le mec il a pris 10 millions d'euros. Retire de la vie. Il lui a quand même laissé ça. Donc on sent que oui, il y avait vraiment une connivence entre les deux. Je pense que ça a été difficile pour lui de tirer un trait là-dessus, d'abandonner Rudy Garcia. Après, là où je lui reconnais une qualité à Jacques-Henri Hérault, c'est qu'il a donné les clés à Zubizarreta, bon, sans argent, mais depuis, comme disait Jean-Charles tout à l'heure, on n'entend plus Jacques-Henri Hérault. Il a bien vu qu'en début de saison, lors de la défaite face à Reims inaugurale, les héros d'émission, machin, et les noms d'oiseaux, on les a entendus pendant tout le match, et c'était tendu par rapport à Hérault. Le début de saison, même souvenez-vous les fan cam de début de saison, c'était chaud. Et bien, il a réussi à se faire oublier. Il a vu que l'entraîneur prenait bien la lumière, hop. Et là, je trouve que c'est intelligent de sa part de s'être mis en retrait et de ne plus apparaître dans les médias. Jean-Charles. Mais oui, il a su apprendre en fait. Puisque bon, ça fait presque 3 ans. Il a mis 2 ans et demi pour apprendre. Apprendre le fonctionnement d'un club. Oui. Se mettre apprendre, c'est renoncer. Non. apprendre le fonctionnement d'un club, c'est-à-dire se mettre en retrait. C'est pas parce que tu es président que tu as tous les pouvoirs.
pouvoir sportif notamment, parce qu'il y a des responsables qui entraînent des joueurs, il y a des directeurs sportifs qui vont recruter, qui ont des discussions. Après, lui, c'est le contrat pour faire signer, c'est une chose, parce qu'il faut passer devant le président. Mais voilà, après, il a su, les 6 derniers mois, cette deuxième partie 2019, se mettre en retrait on ne l'a et pas laisser... entendu. Oui, mais c'est bien. Toute cette première Mais c'est partie de bien. saison. Alors, c'est peut-être une forme d'intelligence aussi. Est-ce qu'il aurait compris 2 ans après? C'est ce que je voulais te dire. 2 ans ou 2 ans et demi après. S'il a compris, c'est très bien parce que ça fait avancer le projet. Le projet, il va avancer comme ça. Parce que chacun a sa place, chacun a son rôle. Et quand on voit que l'équipe fonctionne, il ne faut pas essayer de mettre son grain de sel au milieu pour essayer d'emmerder tout le monde, en fait. Surtout de tirer la couverture. Voilà, et surtout se protéger toi-même. Alors après, la grosse erreur, ça a été Rudy Garcia. On le répète chaque fois, mais c'est de faire signer un garçon comme ça et de le refaire signer pour 2 années supplémentaires pour lui donner de l'argent et pour partir chez un concurrent, même s'il a perdu contre nous, c'est quand même un concurrent. Et surtout, déstabiliser le club pendant 2 ans. Donc voilà, là je pense qu'il a bien compris le message qu'il fallait ou ce qu'il devait faire pour l'avenir pour l'Olympique de Marseille. Mourad, est-ce que c'est l'album de la maturité pour Jacques-Henri Hérault? C'est vrai qu'il a, en fait, il y a des beaux hits de Jacques-Henri Hérault cette année. Il y a le moment où il sort en zone mixte après OM Bordeaux à huis clos et qui vient défendre Rudy Garcia et qui dit qu'il a lu des choses horribles. Alors qu'est-ce que c'est Rudy? Il a fait des choses horribles, machin, tout ça. Après il y a cette fameuse conférence de presse où il annonce le départ de Rudy Garcia. Attends, je vais venir. Ça c'est vraiment le single, le hit single Uber Eats. C'est le moment où l'humeur badine et tout. Là c'est vraiment waouh, c'était explosif. Et puis après, on l'entend plus. Il se rebelle un peu contre l'arbitre après OM Montpellier. Je sais pas si vous vous souvenez, il a été suspendu et tout. Et après, on l'entend plus. Donc son album, il est bien rempli en tout cas. Après, il y a ce qu'il y a derrière aussi parce que Jacques-Henri Hérault est aussi donc dans ces trucs avec l'immobilier, etc. Et il faut se dire que le Parc Chano, le fait que ça a été repoussé, ça peut être une grosse défaite quand même pour Jacques-Henri Hérault à long terme parce qu'il a beaucoup bossé là-dessus, il a beaucoup fait du networking, Donc voilà, c'est une année compliquée pour Jacques-Henri Hérault, je crois. Vraiment, à titre personnel, c'était compliqué et là, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Donc on a tendance à l'oublier, mais voilà... début septembre, on se disait, mais qu'est-ce qu'il peut encore faire à l'OM, quoi. Mais qu'est-ce que tu nous réserves là? On n'entend plus, on ne le voit plus, ça veut dire quoi? Il va ressortir la petite tête là? En tout cas, on l'a pas entendu en fin de saison. Moi, j'avais peur qu'il vienne faire le son quand même en fin de saison. Il l'a pas fait. Et je pense qu'effectivement. Fin d'année, tu veux dire? Fin d'année, pardon. En fin d'année, il le fera peut-être en fin de saison. Et non, mais là, on voit la différence. Je pense qu'il arrive à Marseille, comme beaucoup de présidents, c'est compliqué aussi à gérer ça. Parce que t'es ultra médiatisé. Et ça, il a un peu vécu. On se souvient quand il avait chanté Ayam sur le plateau de la Provence. Enfin, il en a fait des tonnes et des tonnes. Et ça, tout ça, la tisane, il en a fait des tonnes. Et le problème, c'est qu'au début, ça allait. C'était la lune de miel, comme dit si bien Villas-Boas. Mais quand c'est parti à volo la dernière année avec Garcia, là, tout ça, il se l'est repris dans la tête par les supporters. Et c'est pour ça que c'est bien. Rien, oui, ils oublient rien. T'oublies pas quand tu fais un peu de provoque. Tu sais que ça peut revenir. Donc là, je pense que c'est intelligent de sa part de s'être fait oublier, qui continue à se faire oublier et qui travaille dans l'ombre à faire son networking. Parfait, et là, moi, je peux vous assurer, parce que c'était un truc qui m'avait beaucoup embêté, parce qu'on avait beaucoup de questions à lui poser en fin de saison. Et c'était toujours, non, mais là, c'est pas le moment, là, c'est pas le moment. Et tous les ans, en fait, il faisait une bilan qu'il n'a jamais fait. Bilan avec PowerPoint, etc. à la pluie, comme il sait si bien le faire. Et donc, on lui a tous posé des questions, notamment lors de cette truc Uber Eats. Alors, la conférence de presse bilan, c'est quand? Et elle a jamais venue. Là, je peux vous dire qu'elle va venir. Ah, là, si on termine deuxième, là, elle va être. Là, on va avoir un PowerPoint. Il avait fait une belle interview dans l'équipe après. Voilà. Allez messieurs, on va passer maintenant à encore une fois, Garcia, on va en parler encore. Mais pas l'animé, franchement, l'année 2019 elle a été animée, Garcia. Elle a été animée. Donc c'est Rudy Garcia et André Villas-Boas. C'est tout de suite. Et oui, parce que les deux hommes se sont partagés cette année. Se sont partagés cette année 2019. C'est plus logique sur une fin de saison. Oui, bien sûr. Mais bon, ça fait 6 mois à peu près, les deux. Oui, même c'est exactement ça. Alors, lequel vous préférez, monsieur? Mourad, tiens, comment tu juges, toi, ce passage de témoin? Il est parti avec la casse. Respiration. Passage facile. Le mot que j'ai envie de dire, c'est respiration. Parce qu'avec Garcia, mine de rien, c'était
le club était chiant, on était aussi, tu vois, parce que la communication veut dire quelque chose, c'est-à-dire que quand tu es dans une communication toujours à te plaindre, toujours à dire ouais mais c'est les autres, ouais mais vous ne nous soutenez pas, ouais mais on était vraiment, le club il ressemblait à ça quoi. Les joueurs ils cherchaient des excuses, le président il cherchait des excuses. D'ailleurs Lyon ressemble à ça aujourd'hui. Hein. Voilà, oui, ça. Non, mais... Après Lyon avait comment dire, des prédispositions pour avoir ce truc là. Bon, il y avait tout ça et maintenant d'un seul coup tu as eu Villas-Boas qui arrivait. Dès les premières conférences de presse, on se dit ah merde, il répond aux questions mercato, il nous dit pas d'aller voir Andoni Zubizarreta. tu lui parles de jeu, il te dit oui, j'étais dogmatique, etc. Je me souviens vraiment, la première question que je lui ai posée, c'est comment est-ce que vous allez jouer, etc. Elle a dit avant j'étais dogmatique, maintenant j'ai compris, j'ai étudié la France, j'ai vu qu'en France c'était physique, ça allait vite vers l'avant. Donc il te parle de jeu, un truc qui m'avait choqué aussi durant la saison, c'est à un moment ils avaient perdu beaucoup de duels de la tête et je sais plus qui lui demande en conférence de presse d'après-match pourquoi machin a perdu autant de duels de la tête. Il dit oui c'est normal, je lui ai demandé de pas sauter parce que par moment je préfère que mes défenseurs sautent pas, etc. Donc t'as parlé de football, c'était bizarre. Tu dis waouh, je te jure c'était oh merde, il répond aux questions. Il va falloir réfléchir aux questions. Non mais c'est vrai que c'est choquant. Réfléchir aux questions. Ouais, parce que Rudy Garcia, j'avais abandonné moi après 2-3 mois en conférence de presse, je me suis dit je posais plus de questions, ça sert à quoi? Lui il avait 3 réponses et peu importe les questions, il balançait ses 3 arguments. Rudy Garcia, ils s'en foutaient des questions. Donc il y a vraiment une espèce de respiration et ça s'est vu aussi, donc il y avait plus cette présence pesante de Rudy Garcia au-dessus du Vélodrome, au-dessus de... Les Marseillais n'aimaient plus leur équipe. Avec Villas-Boas, ils ont appris à nouveau à avoir de l'affection pour elle. Petit à petit, c'est revenu. Et Villas-Boas, c'est pas adoré comme on a pu adorer Bielsa, par exemple, à un moment. Mais vraiment, on sent une espèce de reconnaissance et de dire « Tu nous as offert de la respiration ». Donc voilà, c'est le mot, c'est Garcia, c'était pesant. Avec Villas-Boas, on respire, on parle football. Jean-Charles, la comparaison entre les deux. On passe de l'ombre à la lumière, en fait. Garcia, c'était toujours monotone, toujours des sous-entendus qui ne correspondaient pas au football et aux réponses, notamment aux conférences de presse, même si moi, je n'y participe pas, mais on a tout le temps eu des échos de nos journalistes qui allaient, et c'était vraiment pas... Toujours, il y avait toujours une dérision qui essayait de se protéger, en fait, de son compte-rendu de match, de sa préparation de match. Et là, c'est la différence, c'est que là, on parle véritablement football. C'est-à-dire que lui, il impose son système de jeu avec Villas-Boas. Il dit pour quelle raison il a changé à la mi-temps de système de jeu. Il explique. Donc, les journalistes n'ont même pas besoin de poser la question parce qu'il va lui répondre sans qu'on lui pose. Donc là, on est dans un monde de football, de réaction et surtout de tactique de jeu qui peut être importante pour les journalistes, mais aussi pour ceux qui regardent, les jeunes joueurs, les jeunes entraîneurs qui sont amateurs, de voir comment ça se passe, comment ça se déroule, et puis l'effervescence qu'il a ramenée, la joie qu'il a menée dans le vestiaire, l'écoute des joueurs, le patron c'est lui et non pas les joueurs aujourd'hui. Voilà, il a ramené tout ça. Ça aussi c'est les résultats qui font ça, non? Non mais c'est les résultats, c'est l'entraîneur aussi qui permet d'avoir cette relation avec les joueurs, avec ce public, avec la presse. Tout ça, aujourd'hui, nous, quand on va aux conférences de presse ou que vous y allez et qu'on regarde ou qu'on le voit passer, on voit un homme simple. On ne voit pas un personnage qui essaie de snober les personnes qui sont autour de lui. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas calculateur, il n'est pas déjà dans le coup d'après en se disant ouais, exactement, si je dis ça, je vais faire ça, machin. Après, on sait il reconnaît ses erreurs. Qu'il est à un certain stade de sa carrière, donc c'est peut-être ça. Quand il fait des erreurs, il reconnaît, il essaie de les modifier. Et quand il est bon, il sait dire aussi on a été bon. Il assume. Voilà, donc moi je respecte les gens comme ça. Les gens, quand ils ont raison, tant mieux pour eux. Quand ils ont tort, qu'ils reconnaissent qu'ils ont tort. Je trouve que c'est une valeur forte de pouvoir dire aux gens j'ai fait une connerie, et aujourd'hui je m'en excuse. Voilà, je trouve ça très honnête. Nico, le contraste il est ultra violent. Peut-être aussi au niveau du jeu, je sais pas, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de jeu. Non, il y a le jeu. Alors moi, je ne vais pas revenir sur l'histoire des conférences de presse qui est totalement vraie, où c'est le jour et la nuit. Mais même, je pense que Rudy Garcia, il avait quand même réussi le tour de force d'avoir tout le monde contre lui à la fin de son règne à l'OM, parce qu'il y avait le stade qui était vents et marées contre lui. Les joueurs en interne, parce que ça se disait pas à l'époque. Ça n'a pas changé ça à Lyon. Ça se disait pas. Ça se disait pas à l'époque, mais là c'est sorti depuis. Le vestiaire, il avait, à force de manipuler, de mentir, il avait retourné tous les joueurs contre lui. Il n'y avait que le président en fait qui l'avait avec lui. Même Zubizarreta qui dit qu'il avait un ami pour la vie. Bon, je pense que ça c'est bien de la flûte. J'avais oublié ça. Et oui, un ami pour la vie, Rudy. Donc on en était là, et en plus il part avec la caisse.
Parce que quand il part avec la caisse, c'est pas les 10 millions qu'il prend, c'est les 200 millions d'euros de McCourt qu'il a flambé sur des mercatos abracadabrants, comme de l'Abdenour, du Sertic, du Strootman et compagnie, quoi. Donc on en était là. Plus d'argent, le coach tant comment dire, détesté, merci, s'en va. Et moi, Villas-Boas, franchement, quand son nom il sort du chapeau, moi je suis pas convaincu. Parce que on l'a dit en début d'année. J'étais content que ce soit un étranger, parce que je ne voyais pas quel entraîneur français aurait pu avoir des idées un peu novatrices, etc. J'étais content que ce soit un étranger. Mais bon, lui, il n'avait pas une super réputation, il n'avait pas forcément bien réussi en Angleterre. Et en plus, quand on s'est un petit peu renseigné, il avait un peu une réputation de pleureuse sur l'arbitre. Donc je me dis, oh putain, on va se taper encore un mec qui va chercher des excuses. Et c'est là où je pense que Villas-Boas, il est naturel et il ne joue pas, mais il a dû un peu étudier le truc. Il a dû se dire, là, je ne vais pas faire de blabla. Il y a eu Rudy Garcia pendant 2 ans et demi qui a essayé de les enfumer. On voit le résultat où il en est. Lui, il a joué la carte franche. Et ça, je pense que ça a fait du bien à tout le monde, y compris aux joueurs. Là, je ne parle pas que par rapport aux journalistes, je parle aux joueurs. Les joueurs, je pense qu'ils respirent aussi d'avoir un mec qui dit les choses. Germain, il lui a dit, tu ne vas pas jouer. Mon attaquant de pointe, c'est Benedetto. Toi, tu ne joueras pas en pointe et tu pourras dépanner peut-être des fois à 2 ou sur un côté. Mais au moins, Germain, il sait où il va. Alors que Garcia, a priori, il a enfumé en lui disant qu'il allait le faire jouer et qu'il le faisait jouer, il le retirait, etc. Donc là, la gestion des joueurs se passe très bien. On voit que l'état d'esprit, il y a la gagne, mais il y a aussi ça. Il a amené cette fraîcheur-là. Ouais. Et avec les résultats, ça entraîne tout ça. Alors en termes de jeu, lui, il a mis en place un 4-3-3. Tout le monde dit « Ah, Payet à gauche, c'est pas possible ». Moi, le premier, pour moi, Payet, c'est un joueur d'axe. Mais non, lui, c'est son 4-3-3, il s'y tient et il a des principes de jeu très précis. Il veut un gros pressing, il veut aller chercher le ballon. Il a dit, le match qu'il avait fait à Angers, où il a un peu attendu laisser la balle, il a assumé, il a dit oui, j'avais vu, il explique pourquoi. Garcia, il a fait 150 000 trucs qu'il a tenté et on ne comprenait pas ce qu'il faisait. Lui, il explique pourquoi. Il dit, mais par contre, je ne peux pas jouer comme ça au Vélodrome. Il a compris les choses. Il a compris les choses et en termes de jeu, il fait des choses qui correspondent aussi à ce qu'attendent les Marseillais. Un gros pressing, du jeu rapide vers l'avant, cette euphorie qui est revenue aussi dans le stade. Jean-Charles, tu vois plus de jeux? C'est flagrant? Ah oui, c'est flagrant. On a eu de plus belles prestations ces 4 derniers mois que ce qu'on a vu pendant 2 ans et demi. On a vu d'abord un système mis en place, comme dit Nico. C'est vrai que ce 4-3-3 est mis en place et il est conservé, même si par moment, après, il arrive à s'adapter en deuxième période aux adversaires en changeant le système de jeu et contrarier l'adversaire en plus. Je veux dire, ce n'est pas un système qui change pour changer, c'est surtout pour contrarier l'adversaire et pour ramener des points. C'est ce qu'il a fait très bien fait ces 4-5 mois, depuis le mois de juin. Donc voilà, moi je suis heureux, je suis satisfait de ce qu'il nous propose. C'est ça, et puis l'ambiance pour un joueur de football quand on vient à l'entraînement et quand on se présente sur un terrain, d'être heureux d'y être et de participer. Croyez-moi que c'est déjà 50% des qualités en plus au-delà de... Et ça progresse, on voit que dans le jeu, ça progresse. Tu veux rajouter quelque chose sur le jeu ou pas? Oui, peut-être, parce qu'on a parlé, bon déjà on a dit le 4-3-3, c'est vrai que c'est sa base, mais après elle évolue beaucoup en fonction de l'adversaire, donc ça c'est important, parce que le pressing il le fait pas toujours, il le fait quand il faut le faire, et etc. C'est très intéressant à voir. Et puis après les joueurs, pourquoi ils sont performants aussi, c'est eux qui le disent, ou en sous-texte en tout cas, ils n'arrêtent pas de le sous-entendre. Donc c'est qu'il est, voilà, comme Nicolas dit, il est cash avec eux, ils savent là où ils vont, ils ont une relation honnête. On va se souvenir comme il a défendu Amavi. C'était pas facile parce qu'Amavi, il a commencé la saison comme il a terminé la précédente. Il a aussi soutenu Strootman, ce qui fait que Strootman, c'est toujours pas un foudre de guerre, mais il est là, il fait le taf. Et encore une fois, si on revient à Garcia, sur les 6 derniers mois, il envoyait des scuds à tout le monde, il tenait des doubles discours. Donc on est encore une fois dans un truc complètement différent. Et enfin, on dit souvent aussi, on va voir comment il va communiquer quand il va perdre. Et il a perdu cette année déjà à Villas-Boas. Il a eu un creux. Il a eu un creux avec Paris et Monaco. Et bah, ça n'a pas trop changé, quoi. Il a continué à dire... Il n'y a pas eu des périodes de trous comme Rudy Garcia. Non, il prend 3 points, même quand il fait tous les matchs nuls, là, il prend 3 points en 4 matchs, ça descendait au classement. Il est resté serein, en fait. Il est resté serein, et surtout, je reviens à ce que disait Mourad, c'est la vérité. Le cas Mandanda, la saison passée qui était... Mais là, il s'est remis tout seul aux occasions. Il s'est remis tout seul. Mais il a redonné le brassard, il a discuté avec lui. Il a eu une approche totalement différente. Tu peux rajouter Radonjic aussi. Radonjic, il y en a d'autres. Les 3 quarts de l'équipe, de toute façon. Mais bon, sa dernière interview d'André Villas-Boas au micro de Canal+ après le match, il dit
le travail, ça a été de remettre les têtes à l'endroit où... il dit pas ça c'est le plus dur, ça. Il dit l'état d'esprit a changé. l'état d'esprit, ils ont réussi à revenir mentalement, à changer d'état d'esprit. Retrouver le droit chemin, en fait. Mais c'est surtout ça. Je pense qu'il a su... C'est aussi son travail à lui, quoi. Oui. En fait, quand tu as un entraîneur en face de toi qui discute et qui vient te voir et te dit, voilà, moi j'attends ça de toi, cette performance, ce système, que tu nous redonnes confiance, tu as ma confiance. Déjà, quand on te dit ça, crois-moi que tu te sens beaucoup mieux. Hein. C'est comme si toi, demain, si tu me dis, tiens, je te donne 500 000, quoi. Juste un petit truc. Et justement, je pense que cette gestion... Partage, hein. Cette gestion entre Villas-Boas est importante parce que s'il reste... C'est les anciens francs, oui. Un CFA. S'il reste un peu plus longtemps... Calme-toi, Nico, ça va, tu as la parole. Non, parce qu'il ne me la donne pas assez, celui-là, pardon, le chacal. S'il reste un peu plus longtemps, le fait qu'il... Allez, on va passer Parle belge. Il est chiant. Parle belge. S'il reste un peu plus longtemps, le fait qu'il soit franc avec les joueurs, l'état d'esprit positif peut durer plus longtemps. Parce que Garcia, souvenez-vous, l'année où ils vont en finale de Ligue Europa, l'état d'esprit, il était bon sur le terrain. Les mecs, ils se battaient comme des chiens. Mais le problème, c'est que tout a explosé derrière. Merci Tauvin. Hein, quand on non, mais d'accord, mais même l'état d'esprit était bon sur le terrain. Oui. Mais ça a duré 1 an. Alors que là, je pense qu'avec Villas-Boas, ça peut durer plus longtemps. Allez, messieurs, on passe tout de suite au cas Andoni Zubizarreta. C'est tout de suite. Andoni Zubizarreta, et oui, lui aussi a vécu... Un calvaire. Un calvaire. Tout à l'heure, il y avait le chacal, maintenant, il y a le calvaire. Calvaire. Il revit lui aussi. Attends, il a trouvé un ami pour la vie. Allez, comment vous jugez son année 2019, Andoni Zubizarreta? Je pense qu'il était pas loin de la porte, hein, Andoni Zubizarreta. Prends la parole, sinon il ne te laisse plus parler. J'apprends. Il était pas loin de la porte, Andoni Zubizarreta, parce qu'à un moment donné, ouverte déjà. Quand Garcia a pris 10 millions pour partir, le départ de Zubizarreta était aussi évoqué. Même le trio, hein. Oui, le trio, c'est ça, ça aurait pu être un gros coup de palais. Finalement, le trio... Hérault n'a jamais été mis en... par le public, mais jamais par son président, par son actionnaire. Mais en tout cas, Zubizarreta, lui, il aurait pu partir aussi cet été. Et finalement, on lui a dit, écoute, c'est toi le directeur sportif. Tu ne l'étais pas vraiment depuis le début. Maintenant, ça va être toi, tu vas choisir le futur entraîneur. Bon, tu n'as pas d'argent. Mais tu te démerdes, mais... Tu te démerdes. Et finalement, il s'est plutôt pas mal démerdé parce qu'on les connaît aussi, les défauts d'Andoni Zubizarreta. Il a du mal un peu à s'imposer. Il est un petit peu lent à prendre des décisions, etc. Mais là, le fait est qu'il a fait des bons choix. Heureusement qu'il a accusé que Hérault, il a pas dit c'est moi qui vais aller chercher le coach, parce qu'apparemment je pense que ses connaissances en matière de coach, c'est genre Domenech, Aimé Jacquet, tu vois, les mecs qui ont coaché l'équipe de France. Faut pas parler de malheur. Bon, du coup, Domenech, c'est un coach qui nous a quand même fait rêver, hein. C'est Jacques-Henri qui l'a dit. C'est vrai. Ça fait un peu peur. Donc du coup, il a quand même choisi Villas-Boas. Et après, le mercato qui est derrière est quand même intéressant, parce que les 3 joueurs qui ont été pris sont performants, sont titulaires et apportent un super état d'esprit à l'équipe. Alors, est-ce qu'on tire enfin la pleine mesure de Zubizarreta? Quand tu auras un peu plus d'argent aussi. Ah ouais? Parce que là, il fait avec les moyens du bord. Parce que c'est vrai que... Moi, je trouve que là, pour l'instant, ce qu'il fait... Enfin, ce qu'il a fait cet été, hein, parce qu'auparavant, il n'a rien pu faire. Il faisait les négociations, mais il ne choisissait pas. Donc, il a fait quand même quelques trucs avant. Faut pas chaque dire fois qu'on lui proposait des joueurs, chaque fois qu'il proposait des joueurs, c'était un refus. Je peux te le dire, c'était un refus. Aujourd'hui, quand il propose... avec les moyens du bord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Ça discute, ça échange. C'est déjà important. Et puis surtout, ce qu'il recherche Zubizarreta, c'est qu'au-delà de ramener des joueurs à l'Olympique de Marseille, c'est qu'il déjà il consulte la mentalité des joueurs, l'état d'esprit. Et ça, c'est important. Ça, c'est l'esprit du footeux. De rentrer dans un groupe. Si tu es, on va parler de Balotelli, tiens, qui était un super joueur, mais qui a un état d'esprit des fois complètement jobard. Mais là, non mais c'est la vérité, capable de te faire exploser un effectif en rien de temps. Il joue pour lui en plus. Donc il joue pour lui. Et là, c'est pas pareil. On voit Alvaro, qui a un état d'esprit remarquable. On voit Rongier, j'en parle pas parce que c'est vraiment une des très très bonnes pioches. Et puis Benedetto, qui lui est allé de suite se mettre dans le moule de l'Olympique de Marseille, travailler pour l'équipe. Donc ça fait partie aussi d'un bagage d'un directeur sportif. De ne pas prendre qu'un bon joueur sur l'aspect football. Mais en fait, là, il faut faire attention parce qu'on a des bons résultats, etc. Non, mais on est un peu... Sur les recrues, on ne s'enflamme pas. Voilà. Parce que toi, tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que... mettre un coup d'extincteur.
Oui. Après, c'est sur les ventes. Toi, c'est sur les ventes que tu vas... Et puis, il n'y a pas que ça. C'est que, d'accord, je veux bien dire que c'est vrai que les recrues sont satisfaisantes et que, généralement, elles portent la patte Zoubi. Ok, sauf que, Rongier, on a failli pas le faire. Et... Non, mais attends, pardon, je te coupe alors. Benedetto, on paye quand même ce qui... C'est pas lui qui a fait la négo. La négo de Zoubi, c'était fait. Ouais, non, mais après... Il s'est passé ce qui s'est passé, on le fait signer le lendemain. Il y a eu un arrêt comme ça. Ça s'est joué entre Kita et Hérault, l'histoire. Après, c'est toujours ça. C'est qu'il y a quand même le directeur juridique, il a pris un congé sans solde après le mercato parce qu'il dit oh putain, il était crevé le mec apparemment. C'était sorti dans l'équipe parce il est payé pour ça. Il est payé pour travailler en fait. Non, mais pas vraiment aussi pour faire les contrats, pour faire les trucs, pour faire les machins, pour aller chercher pour aller plus loin dans les négociations. Bon, ok, on va dire que sur le mercato, au niveau des arrivées, pourquoi pas, même s'il y a encore des bémols à mettre. Après, tu as le Cagliari. Moi, je suis désolé, qui a toujours pas signé. On est en train soit de le bousiller, on est peut-être en train de le bousiller la carrière de Liadji, quoi. En fait, avec tout ce drame, on met 158 ans à le signer. On l'a déjà vu chez d'autres jeunes, donc ça existe pas toujours. Que de son fait non plus. Ça existe toujours. C'est aussi le joueur. Après, c'est le carnet tchèque. Je suis de ton avis, moi. Le carnet tchèque, c'est pas lui qui l'a non plus. Lui, il propose des. D'accord. En fait, c'est pas de sa faute, quoi. En fait, lui, il est là pour faire des conférences de presse non, pas du tout. Il va proposer des joueurs, défendre des joueurs. Enfin, c'est ça. Il va proposer des joueurs pour les achats. Je prends Rongier, hop, ça fait 2 ans qu'il le veut. Après, c'est pas lui qui a le dernier mot, on l'a bien vu. Garcia a eu le dernier mot puisqu'il a préféré prendre Strootman. Et après, financièrement, c'est Hérault. Ok, mais là, on parle d'un jeune qui est au club. On a eu Camara dans le même cas, on a eu Rokia dans le même cas, on a eu Liadji dans le même cas. Donc, si tu es directeur sportif, même si c'est pas toi qui mène directement les négociations, à un moment, il faut que tu te dises mon process, pour parler en langage héros, il est pas bon. Il faut faire autre chose, il faut changer. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a aussi les ventes, parce qu'en effet, c'est important les ventes. Si tu attends que tes indésirables, ce soit leurs agents, qui aillent leur trouver des clubs, genre Grégory Sertic, le mec qui touche un salaire qui touchera plus jamais dans sa carrière, si t'attends que son agent il dise attends, je vais aller te faire jouer en MLS pour 3 fois moins, bah non, parce que sinon ce serait un mauvais agent. Donc au niveau des ventes, ça a été mauvais. On a vendu au Campos à un prix plutôt intéressant parce que aussi Zubizarreta, il avait expliqué machin. Bon, il a quand même cet entre-gens machin, mais le problème c'est que c'était ton meilleur joueur l'année dernière. Et Gustavo donc tu dois le vendre. Gustavo aussi. Et la vente c'est aussi, mais t'as sorti les rames à 25 trucs. Et puis Strootman qui est vraiment le joueur qu'il faut vendre, bah t'arrives pas du tout à t'en débarrasser. Alors, on va dire oui, mais machin, mais comment tu veux vendre un joueur qui fait d'aussi mauvaises saisons, etc. D'accord, sauf que voilà, donc Zubizarreta 2019, c'est mieux. On va dire, voilà, moi si je devais juger, c'est mieux. Mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Et après, dans les points positifs, bon, il a aussi ramené Nasser Larguet à la formation. Et enfin, bon, c'est pas que lui, parce qu'ils ont passé des entretiens, etc. avec Hérault aussi. Mais il y a ça, apparemment, Nasser Larguet, c'est un très bon, tous les échos qu'on a. Donc il y a du mieux. Il y a du mieux au niveau du mercato, au niveau de certaines choses. Mais après, il reste encore beaucoup de choses. Et je suis sûr que parce que si c'est après, s'il y a 4 ou 5 mauvais résultats et qu'on lui retombe tous dessus, ce serait un peu con. Non, il faut faire le truc. Là où il est attendu aujourd'hui, c'est le mercato de l'année prochaine. C'est les ventes aussi. Il faut qu'il y ait des grosses ventes pour pouvoir soulager les finances du club. Ça marche comme ça aujourd'hui un club. Tu es obligé de faire des grosses ventes. Sinon tu... On lui a laissé le pouvoir. Je pense qu'à nous dire, laisser le pouvoir de pouvoir recruter un entraîneur et des joueurs pour constituer une équipe. Déjà, sur l'entraîneur, il ne s'est pas trompé. C'est vrai que l'entraîneur, c'est aussi bizarre. Et ça, c'est vraiment son choix. C'est vraiment son choix. Donc, il ne s'est pas trompé là-dessus. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire. Sur les 5 premiers mois, Villas-Boas, entière satisfaction. On a attendu de voir. Aujourd'hui, on dit que c'est la satisfaction. Sur les 3 joueurs qu'il prend, on est satisfait aussi, puisqu'on est satisfait des résultats, puisqu'on est deuxième. Maintenant, sur la vente des joueurs que l'OM doit liquider à des salaires à 500 000 €, il n'y a pas un club français, même à 300 000, qui prend un joueur chez nous. Ça, je tiens à vous le dire. Même à 200 000. Alors là, c'est il est espagnol, directeur sportif du Barcelone, du FC Barça. Le mec, il te dit, et c'est la vérité, il te dit oui, mais moi, si je veux avoir le directeur sportif de Manchester City au téléphone, il répond. Et c'est la vérité. Peut-être qu'il répond, mais il va dire. Bon, après, c'est sûr qu'ils vont pas les chercher. Je viens de discuter avec toi, je te dis, moi, écoute. Grégory Sertic, ça t'intéresse? Je te donne Sertic, tu le veux? Et tu vas me dire non.
Tu vas me dire non. Je te donne Abdenour, tu le veux, tu vas me dire non. Non, mais c'est vrai, je te donne Strootman. Strootman, même, tu me donnes 10 millions, mais il a 500 000 euros de salaire, tu le veux? Tu vas me dire oui. Bah, peut-être que même à l'étranger. Si tu prospectes en Angleterre, 500 000 euros par mois. Non, mais il faut qu'il soit bon, le joueur. Il faut qu'il les mérite. Non, attends, t'as des joueurs que tu vends en Angleterre, maintenant, tu comprends même pas comment ça se fait. Les Anglais, ils claquent moins qu'avant. Mais ça s'appelle du business. Après, sur les petits arrangements entre agents. Sur les certificats et ce genre de choses. Et t'as raison aussi. Après, c'est vrai, t'as raison aussi. Il y a aussi sur le business du foot, c'est un truc très compliqué. Et ok, donc Zoubi, il se mouille pas là-dessus, etc. Le problème, c'est que c'est un peu aussi le boulot du directeur sportif. C'est qu'on a aussi reproché certaines choses, par exemple à Pape Diouf, des fois on lui a dit il a fait des transferts bizarres, il a fait des trucs bizarres, etc. Malheureusement, c'est le business du foot, donc il faut rester dans les limites de la légalité, mais un certif, tu aurais peut-être pu le refourguer au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis. Ça arrive pas. Non, mais après... Regarde l'état des joueurs en Belgique. Ils nous l'ont renvoyé. Non, en Suisse. En Suisse, ils nous l'ont renvoyé. Je ne suis pas contre le joueur, j'adore le joueur, je le défendrai tout le temps. Mais s'il te le renvoie, c'est qu'il y a un souci. Non, mais Jean-Charles, il y a des joueurs qui sont vraiment invendables et ça, c'est pas de son fait. Mais il faut reconnaître que nous aussi, c'est vrai des échos qu'on a de certains agents, il a une façon de négocier qui est particulière. Zubizarreta, il prend son temps. Parce qu'il ne veut pas se tromper. Oui, il ne veut pas se tromper, mais du coup, des fois, il n'a pas d'argent. Des fois, à ne pas vouloir se tromper, on se trompe. Parce que sur les jeunes, le temps de réaction, le temps de négociation, des fois, les temps de négociation sont trop longs. Là, tu nous parles de petit réagi. On est d'accord. Comme il disait, même Camara, ça a été pareil. Mais d'accord. Mais ça a mis du temps. Mais ce qui se passe, c'est que tu perds 4 mois pour au final donner l'argent que le joueur demandait 4 mois avant. Donc si c'est ça, si c'est pour céder à la fin, c'est direct et au moins on n'en parle plus. Moi je te dis, je suis de l'avis de Zubizarreta. Le petit réagi à un moment donné, et même il y a ils ont cédé en termes de salaire a priori. Villas-Boas s'est mis au milieu en disant on nous propose ça et ça. S'il est d'accord, ça marche, il n'a jamais joué le petit. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, ça retombe tout sur les épaules du petit, qu'il n'y est absolument pour rien le petit. Le jour où il devra jouer, j'espère au jour au Vélodrome, Belge, s'il doit rentrer sur la pelouse du Stade Vélodrome, oui, ça va être dur pour lui. La charge qu'il va avoir sur les épaules, mais ça va être monstrueux. Mais ça, tu vois, c'est son entourage. Oui. C'est son entourage, mais est-ce que la direction de l'OM, ils sont allés assez vite? Est-ce que s'ils avaient tout de suite dit, ok, vous voulez tant, on vous les donne et puis on n'en parle plus quoi. Allez messieurs, et puis un dernier cas sur les départs, le cas Thauvin, parce que Thauvin, là maintenant on revient à se poser la question, etc. Thauvin, là c'est un joueur qui flambe. C'est un joueur qui flambe, qui a un certain âge, ok, il s'est déjà planté en Angleterre, etc. Mais bon, il y a du côté de son agent à Thauvin, et puis il y a du côté aussi... ça, c'est un dossier qui n'est pas terminé. Et avec la blessure au milieu, là, ça complique tout. Hyper épineux, ça, parce que la blessure... Mais allez, la blessure, elle arrive... faire du mercato, etc. Messieurs, on s'arrête là sur cette première, partie d'émission de débat. Ça, c'est du débat. C'est la première partie de Débat Foot Marseille, bilan 2019. On s'arrête là et on reviendra pour la partie 2 très bientôt, dans quelques jours. Prochainement. On va dire prochainement. Prochainement sur vos écrans. Prochainement sur YouTube, sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.